L'ombre de Pascal Laurent. Épisode 14. De l'ombre à la lumière. Deux ans ont passé comme un rêve. Notre baston mémorable a fait la une des journaux et le milieu nous a rapidement pardonné notre petite incartade. Bien entendu, on a eu quelques petits ennuis avec la justice, mais quel coup de pub! Un mec avait même réussi à filmer une grande partie de la bagarre avec son portable et l'avait diffusée sur Internet. La vidéo était devenue virale et contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, nous étions devenus une sorte d'icône. On avait dû expliquer à plusieurs reprises les causes de cette folie passagère. Bienvenue dans un monde où l'on célèbre la bêtise, où l'on ovationne le self-made man. La pièce dans laquelle j'ai joué a fait un triomphe et j'ai été nominé. J'ai tourné 3 films et j'ai reçu un César. Mais ce n'est pas moi qui ai accompli tout ce travail. C'est l'usurpatrice. Moi, je suis de moins en moins moi-même. Une enveloppe, une coquille vide. Est-ce que j'ai encore une existence ? Rien n'est moins sûr. La partie qui était enfouie en moi s'est exprimée pleinement grâce à l'ombre, mais dans le même temps, cette dernière a pris totalement le pouvoir et le contrôle. Je la suis comme un petit chien docile, tout esprit de révolte anéanti. J'ai bien parfois des moments de lucidité, où l'idée de me reprendre en main me traverse l'esprit, mais cela ne dure jamais très longtemps, et tout espoir est tué dans l'œuf. L'arrogance de l'ombre m'a permis de réussir dans ma vie professionnelle, mais elle a bousillé tout le reste, et notamment ma vie affective. Je ne vois plus mes parents, mes frangins, même ma sœur de qui j'étais si proche ne m'adresse plus la parole. Je suis devenu un étranger. Dans les rares moments de lucidité où j'ai la sensation de me retrouver moi-même, je n'envisage qu'une seule issue. Mettre fin à l'hégémonie de ma geôlière, cette foutue copie carbone de moi-même, m'en séparer. Un choc électrique avait donné naissance à cette partie obscure de moi-même, et je sais confusément qu'un autre choc électrique y mettra fin. Mais dans le processus, je risque salement d'y laisser ma peau. Je ne me suis jamais électrocuté. Enfin, jamais de façon délibérée. D'ailleurs, le terme est inexact, car l'électrocution signifie toujours la mort. Et je ne m'en veux pas à ce point-là. Il s'agit plus ici d'électrisation, c'est-à-dire un passage de courant électrique au travers du corps sans entraîner le décès. Mais mis à part l'épisode du photomaton, je n'ai jamais subi un tel choc. J'ai bien déjà pris quelques châtaignes, comme tout le monde. De plus en plus souvent d'ailleurs, depuis que j'ai ces problèmes de conductivité. De mémoire, la première fois c'était une clôture dans un champ. Cela m'avait refilé une petite secousse, suffisante pour éloigner les chevaux s'ils s'approchent un peu trop près de la barrière. Pas très agréable, mais rien de bien méchant. Mais le projet que j'ai en tête est beaucoup plus radical. Là, ce n'est pas une châtaigne, mais une forêt de châtaigniers. Le gros coup de jus. Mais comment faire ? Je ne vais pas me choper à pleine main une ligne à haute tension. Je suis pas complètement abruti non plus, ni suicidaire. Et prendre un bain et balancer un grille-pain dans la baignoire, c'est pas une bonne idée ? Non. Ça va, c'est pour aider ? Mais tu as en partie raison. Il faut que le choc soit conséquent, sinon, il ne se passera rien. Ouais, j'ai bien conscience que tout cela n'est pas très rationnel, ni scientifique. Mais il faut savoir qu'à ce stade de la réflexion, je ne suis pas la personne la plus rationnelle qu'on puisse trouver. Je suis en mode basique. Bon, je dois subir un choc intense et dans la mesure du possible non mortel. Je me vois mal demander à quelqu'un comment faire pour s'électriser sagement. Sans compter le fait qu'encore une fois, je ne suis pas totalement libre de mes mouvements, ni de mes actes. Et j'ai toutes les raisons de penser que si ma ténébreuse maîtresse se doutait un instant de mes projets, elle essaierait de s'y opposer fortement. Cependant, les nombreuses heures que j'ai passées à me documenter pour instruire l'ombre n'ont pas été vaines, et j'ai appris quelques petites choses concernant les phénomènes électrostatiques,
Et j'en suis arrivé à la conclusion que si mon corps faisait office de conducteur, alors il fallait que j'interrompe ce cycle, que je passe de conducteur à isolant. Bon, c'est l'idée globale. Mais je ne me vois pas revêtir une combinaison en caoutchouc. C'est clair. Et mis à part le fait de nous faire ressembler à un super-héros tout droit sorti d'un album des Village People, je ne pense pas que cela aura un effet quelconque sur notre occupante. Le bois, le tissu ou la matière plastique sont aussi d'excellents isolants. Je réfléchis à la manière dont je pourrais les utiliser, mais finalement aucun de ces éléments ne semble à même de pouvoir résoudre mon problème. Je veux juste retrouver le cours de ma vie, extirper mon démon, le renvoyer à l'âge des ténèbres. Mais s'il est une chose d'imaginer ce qu'on doit faire, c'en est une autre de porter le plan à exécution. Et d'ailleurs, quel plan? Je ne sais toujours pas comment m'électriser. Je trouverai bien une solution le moment venu. C'est ce que je me dis. Je trouverai une solution. Et puis le moment s'est présenté. Bon, ça s'est pas tout à fait déroulé comme je l'avais imaginé. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout commence par une lumière éblouissante. Un projecteur, un autre aussi s'allume, puis un troisième. Des dizaines de projecteurs. Je suis projeté sur un mur. Ombre je suis. Je suis sûre qu'il se trame quelque chose. Je le sens au plus profond de nous. Je dois être vigilante. À la moindre occasion, il va revendiquer son existence. La dernière fois qu'il a agi, nous avons été privés de lumière pendant un temps inquantifiable. Je dois me séparer de lui, mais j'ai besoin de son corps. Comment faire? J'ai lu quelque part que corps et esprit ne faisaient qu'un. Mais je suis son esprit. Le suis-je vraiment? Je n'ai besoin que du support. Comment le chasser de son corps? Comment expulser ce locataire indésirable? Il existe forcément un moyen. Il le faut. Je trouverai, j'y passerai le temps qu'il faut, mais j'y parviendrai. Mais pour l'instant, je dois chasser ces idées de mon esprit. J'ai un film à tourner aujourd'hui. Je dois me concentrer sur la scène. Une scène d'action avec de nombreuses cascades. J'ai l'impression de peser des tonnes. Je marche lentement au milieu des câbles. Le réalisateur me donne les dernières indications. Intérieur, extérieur, nuit. Une course-poursuite dans un hangar. Je dois courir derrière une voiture, tirer dans ses pneus, et celle-ci, après avoir fait un tonneau, va se scratcher contre un pilier. Tout est en place. La scène peut commencer. On me fournit l'arme avec laquelle je vais tirer des balles à blanc. Action! Je cours derrière la voiture. Le conducteur fait une fausse manœuvre et la voiture vient percuter l'armoire de distribution. Tous les projecteurs s'éteignent en même temps. J'émerge instantanément. Autour de moi, c'est le chaos. Une voiture fumante est encastrée dans une armoire électrique. Des câbles déchiquetés sortent du ventre de cette dernière. Je ne comprends pas tout de suite ce que je fais là et je mets du temps à apprécier la situation. J'erre au milieu du chaos, l'œil hagard. Des étincelles crépitent, perçant la pénombre, et un gros câble sectionné vient lécher la tôle de la voiture. J'entends des cris derrière moi m'enjoignant de ne toucher à rien. Toucher à quoi? Je ne sais même pas où je suis et ce que je fous là. Et puis soudain, un éclair de lucidité me traverse et je comprends. J'englobe la situation. Je perçois très nettement le câble, la voiture et l'association des deux. Au milieu de la lumière vacillante des étincelles, je perçois mon ombre qui tente vainement de reprendre forme. Les contours tantôt nets, tantôt flous, elle ne parvient pas à prendre de la consistance. Je peux voir comme une sorte de détresse au fond de ces orbites sans vie. Elle sait ce que je m'apprête à faire. Elle crève de peur. Elle rugit au milieu des flammes. Je ferme les yeux et je pose la main sur le coffre de la voiture. Un cri d'horreur silencieux s'échappe de sa bouche d'ombre, tandis qu'une douleur fulgurante me traverse le corps de part en part. Je suis éjecté 10 mètres en arrière, le souffle coupé. Oh bordel, j'imaginais pas que ça soit aussi douloureux.
J'atterris comme une masse au milieu des câbles et je reste là, affalé tel un sac de viande. Mon corps fait des petits soubresauts comme un poisson qu'on aurait arraché son élément vital et qui chercherait son souffle de vie. Le chef électro se précipite à mon chevet et entreprend de me faire un massage cardiaque. Je l'entends comme à travers du coton. Il parle d'urgence, de fibrillation ventriculaire. Je perçois un tas de personnes autour de moi, les contours sont flous, les voix se mélangent et forment un magma sonore. Je suis tendu, raide comme un piquet. Mais malgré mon état critique, une chose me paraît tout de suite évidente. Je suis bien moi. C'est moi qui suis allongé par terre au milieu du plateau avec toutes ces personnes qui s'affairent et qui paniquent. Ma sombre présence n'est plus. Elle a disparu. Je le sais. Je le sens. Je l'ai baisé. J'ai gagné. Il ne me reste plus qu'à survivre. Flou artistique. Quelqu'un me fait du bouche à bouche. J'espère que c'est Anne, la première assistante. Non, je sens une moustache. C'est Hervé, le chef-op. Ne mets pas ta langue, Hervé, s'il te plaît. On me soulève et on me pose sur un brancard. Bon, allez, je laisse faire les professionnels. Je vais juste fermer un petit peu les yeux, histoire de me reposer. Je vais même les fermer complètement. Voilà. Comme ça. C'est mieux. Je me sens bien. Je glisse sur un toboggan. Mais je glisse vers le haut. Oh, j'adore. Je glisse de plus en plus vite. Putain, ça c'est de la glissade. Je lâche complètement prise. Je vais vite, très vite. Une vitesse supersonique. Plan large. Wow, quel saut de carpe magistral. Mes yeux s'ouvrent à moitié. Je distingue vaguement un type en blanc avec deux drôles de manettes dans les mains. Il les frotte l'une contre l'autre, les place sur ma poitrine et... Plan américain. Re-saut de carpe. Tous les nerfs tendus. À chaque saut, les choses autour de moi se font plus précises. Gros plan. Troisième et dernier saut de carpe. Je reviens totalement à moi. Maintenant, je suis dans une ambulance qui trace la route à fond la caisse. J'ai des brûlures sur la peau. Je ferme les yeux de nouveau. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots de Mathilde, de Madame Cotin me reviennent en mémoire. Son âme frissonne, et pour la première fois, s'ouvre à la frayeur de la mort, quand les longues ombres de la nuit descendent sur la terre et la peuplent d'images fantastiques. J'ouvre les yeux de nouveau et j'ai un petit sentiment de panique. Une infirmière pose sa main sur mon bras et me sourit. Elle me dit que tout va bien se passer. Je la crois. Cette fois, je sens que je peux me laisser aller sans crainte. Je ferme les yeux. Quand je vais les ouvrir, ce sera sur un nouveau monde. Je vis avec Hélène depuis 3 ans à présent. Stop, oula, pop. Sacré ellipse de temps, camarade. Les gens ne vont rien comprendre. Rembobinage et flashback, please. Attends, c'est quoi ce son? Ben, c'est de la VHS, hein, c'est ton époque. Et t'es encore là, toi? Je pensais que tu aurais disparu en même temps qu'elle. Moi, c'est différent, je suis dans ta tête. Ouais. Allez, vas-y, continue ton histoire. Les gens veulent savoir. Oui, tu as raison. Où en étais-je? Ben, tu t'es pris un gros coup de jus Ça va, et... c'est bon. Quand je suis revenu à moi, on m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance, que j'avais frôlé la mort. J'avais fait un arrêt cardiaque, mais le massage effectué par un des membres de l'équipe m'avait permis de rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours.
Je ne savais pas encore à qui je devais une caisse de champagne, mais il méritait ce qu'il y avait de mieux. J'allais même arroser toute l'équipe technique et la production. Plus on me donnait de détails et plus je prenais conscience d'à quel point je l'avais échappé belle. Même si j'étais sorti d'affaires, il faudra encore un bon bout de temps avant que je retrouve toutes mes fonctions. À commencer par la motricité fine. Je m'en étais rapidement aperçu la première fois que j'avais voulu aller aux toilettes. Mon rythme cardiaque laissait aussi à désirer et j'étais également susceptible d'être victime de quelques troubles sensoriels, visuels et auditifs. En clair, je risquais de vivre de grosses hallucinations, genre LSD. Mais à part ça, nickel. De toute façon, je ne vois pas comment j'aurais pu halluciner plus que ces 3 dernières années. Les médecins se montrèrent assez étonnés de la façon dont j'avais réagi après l'accident. Oui, car tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un accident. Que si j'avais posé mes mains sur la voiture, c'est que j'avais été désorienté par l'événement. Du coup, ce détachement par rapport à l'accident, ce recul, donnait l'illusion d'une grande force de volonté. Mais j'étais le seul à savoir que tout ceci n'était rien comparé au fait que j'étais enfin débarrassé de mon plus grand handicap. J'allais pouvoir vivre de nouveau ma vie, dans sa totalité. Ce moment d'immobilisation m'avait permis de faire le point, et j'avais décidé, oui, moi, j'avais décidé de retrouver Hélène et de tout lui déballer. Tout. Quitte à passer pour un fou, tant pis. Je ne voulais pas passer à côté de ma chance de vivre avec elle, si c'était encore possible. Je me demandais comment j'allais procéder pour la recontacter quand on vint m'annoncer une visite. C'était elle. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Elle s'assit à côté de moi et me demanda comment j'allais. Après quelques banalités d'usage, je lui déballai tout. Le photomaton, les premières sensations, mon dialogue avec mon ombre, son apprentissage, sa prise de pouvoir, ma révolte, jusqu'à mon acte suicidaire pour m'en débarrasser. Hélène me regarda fixement. Je n'arrivais pas à deviner ce qui se passait dans sa jolie petite tête. Je sentais bien que mon avenir avec elle se jouait en ce moment. J'avais bien conscience que je venais de lui servir une histoire à dormir debout. Certes, j'y avais mis beaucoup de sincérité et de conviction, mais je n'étais pas sûr que cela suffise à la convaincre. Suivant de ce qu'elle allait décréter, ou de ce qu'elle allait juger, j'allais passer du statut de fou furieux à celui de baratineur hors norme. Dans les 2 cas, rien à mon avantage. Elle se leva. Bon, c'était plié. C'est ce que je redoutais. Quelle que soit l'option qu'elle avait choisie, c'était grillé pour moi. Elle me regarda longuement, puis elle éclata de rire. Personne ne m'a jamais raconté une histoire aussi invraisemblable. Et rien que pour saluer ton imagination, j'ai bien envie de te laisser une seconde chance. J'ai eu un hoquet de soulagement et puis, devant tant d'émotions, je me suis évanoui d'un bloc. La vie a repris son cours. Quelle est l'abruti qui a dit ça? Comme si la vie suivait un cours tout tracé. Il n'y a rien de plus faux que cela. Il n'y a pas un cours, mais des centaines, des milliers de cours. Des ruisseaux qui débouchent sur autant de rivières et de fleuves et d'océans d'incertitudes et de questionnements. Les ramifications sont incalculables et les choix infinis. Une chose est sûre, je ne suis plus le même homme. Pour rendre hommage à l'expérience que j'ai vécue, je pourrais dire que c'est le jour et la nuit. J'ai tellement changé que j'ai du mal à me souvenir de celui que j'étais avant. Est-ce que j'ai changé en bien? Je veux le croire. Est-ce que j'ai choisi ce changement ou bien est-ce qu'il m'a été imposé? Bonne question. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Aujourd'hui encore, j'ai des appréhensions quand je suis dans une zone très éclairée, avec des ombres dans tous les sens. J'ai toujours peur qu'un jour ma sombre égérie reprenne le contrôle et me renvoie au néant. Mais non, elle a définitivement disparu. Avec le recul, j'ai tendance à ne plus y croire moi-même. C'est tellement invraisemblable. Je me dis parfois que tout ceci n'était qu'un rêve. Et pourtant, je l'ai vraiment vécu. C'est vraiment arrivé. Je le crois.
venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Pour cet épisode, le générique du début est toujours signé par Yves Moran, mais le générique de fin, Scare Inside, est signé par Flint. Dans ce dernier épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre, Cathy Trinta, Hélène, Marthe Janssen, Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Cette série est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis tout au long de cet été 2023. Si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous et partagez. Sachez qu'une nouvelle fiction est en cours de production, alors abonnez-vous pour ne rien manquer à cette nouvelle aventure. Merci.